Oui, des contrefaçons Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire disponible en kiosque ce vendredi. La nouvelle expression parle des discours à la jeunesse. Biya danse donc sur le cadavre du football. C'est le titre proposé par le journal, mais simplement pour dire que le président de la République célèbre la victoire de l'organisation du CHAN en esquivant la mort d'un secteur qui passionne d'ailleurs des milliers de jeunes et d'où il tire justement des arguments de campagne électorale de l'honorable Ngacha. Il y a notamment de la place pour tous dans l'œuvre des contractuels ou des construction, notamment de la nation, avec tout cela dans le journal ce matin. C'est un dossier que je vous invite à lire en page 3 de la nouvelle expression, disponible en kiosque ce matin. Bien d'autres titres se sont contenus dans le journal. L'Œil du Sahel, pour sa part, parle de Mayo Bagno avec les régionales 2020. Le préfet allume d'ailleurs Abba Sadou et notamment Mohamed Gabdo. Et là, on va découvrir tout cela en page 5 du journal en kiosque ce matin également. À Maroua, de nouveaux services donc à l'hôpital régional. À l'extrême nord, ces jeunes qui inondent bien sûr les rues. Et on s'intéresse également au champ 2020 avec le bilan sécuritaire satisfaisant. Ce sont là autant d'informations à découvrir dans la presse, notamment L'Œil du Sahel en kiosque ce matin. Toujours dans la presse, vous aurez à lire Mutation qui s'intéresse à l'actualité. Mutation qui en kiosque ce matin s'intéresse également au football et notamment à ce que le Cameroun a pu réaliser ces derniers jours. Message à la jeunesse. Le disque rayé, c'est le titre proposé par le journal, pour dire que le chef de l'État a dit ce qu'on avait déjà entendu, mais qui ne sert peut-être plus à grand-chose. La transition générationnelle, les anti-modèles, et notamment le retour de la diaspora, parmi notamment les points d'achoppement du discours présidentiel. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9. On lit tout cela dans le journal ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi. Le journal Le Quotidien Le Jour parle des universités d'État. Enquête sur le recrutement spécial des docteurs. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Des faux vins fabriqués donc à Yaoundé à découvrir dans le même journal. Le Quotidien Le Jour en kiosque ce matin. Et puis le Financier d'Afrique parle notamment de loi de finances. Le ministre des Finances présente notamment le plan de mobilisation des titres publics en 2021. C'est à découvrir dans le journal. Mais le journal explique simplement qu'il s'agit là de l'État qui compte notamment lever 350 milliards de francs CFA pour financer notamment les projets de développement. C'est à lire dans le mini-dossier proposé par le journal. Le journal parle également du secrétaire général du Cameroun ou Société Générale avec notamment des meilleurs points, des bons points en tout cas pour cette structure. Aussi d'autres informations dans le journal. Et puis qui parle également de l'Assemblée nationale qui a convoqué la session ordinaire de mars. C'est une question que se pose le tabloïd. La réponse est contenue dans le journal ce matin également. Et je vous invite à lire aussi. Le journal Économie quotidien parle donc d'infrastructures. Plan de riposte de Covid-19. On parle de l'apport du marché des titres publics donc dans les investissements en 2020. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal également. Le même journal parle aussi de l'entrepreneuriat. Paul Biya dresse donc le bilan à mi-parcours du plan triennal spécial jeune. À lire dans le numéro de ce matin également. En kiosque aussi. Donc le journal est revenu sur ces différents et avec également les messages du chef de l'État dans le quotidien économique qui est en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, M. Noro. Bonjour aux doyens. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci d'être là, comme tous les vendredis. Bonjour, Kaminele. Flavien Ballondongo, bonjour. Bonjour. Après une longue émission cette nuit qui a été, comme d'habitude, émouvante. Vous êtes déjà présent sur le plateau à 9h. C'est un exploit. Bonjour, Georges Semé. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais avant de démarrer, moi, je voudrais m'émouvoir d'une situation qui commence à devenir un peu grinçante. Vous savez, nous sommes... à la suite du discours du chef de l'État. Et le chef de l'État s'est adressé à la nation camerounaise avec le drapeau du Cameroun. Il est l'élu de la nation. Mais moi, je constate, et ça devient une habitude, qu'il y a des président de parti politique qui s'adresse aussi à la nation avec un drapeau derrière. Nulle part au monde, on ne voit cela. Quand le président de la République a parlé, un chef de parti parlait avec le drapeau derrière. Moi, je pense que ça, c'est déjà une preuve peut-être de l'extrême tolérance du chef de l'État, mais ça va contre les règles de la démocratie. Nulle part, aucun président d'un parti d'opposition ne parle, ne s'adresse à la nation
en même temps, ou bien comme le chef de l'État. Moi, je pense que cette méthode commence à devenir un peu grinçante et il faudrait qu'on revoie ça parce que c'est anormal et ça démontre qu'il y a une sorte de perversion même des règles démocratiques dans ce pays qui est en marche et que personne ne semble voir. Voilà. C'est une entrée fracassante, pourrait-on dire? Oui, une entrée tonitruante, bien évidemment. Tonitruante. À chaque fois que le président de la République adresse un message à la nation, il y a toujours cette riposte d'autres présidents des partis politiques qui n'ont pas l'interdiction de s'adresser aux Camerounais, mais malheureusement qui utilisent les sceaux républicains, les emblèmes républicains pour s'adresser au public national. Donc je pense que c'est une petite erreur à corriger, au-delà de ce que leur message est un message qui est très attendu par les Camerounais. Il faut préciser. Il devrait s'adresser sur quoi pour passer le message? Il devrait s'adresser sur la circonstance. Vous voulez avoir le décor. Alors c'est lui. Libre à eux d'avoir leur décor, mais il y a des emblèmes républicains qui sont bien évidemment destinés seulement au président de la République. Et plus que cela, quand on parle d'adresse à la nation, c'est parce que c'est le chef de l'État qui est l'élu de la nation. M. Kamara Libye, par exemple, est l'élu de sa circonscription électorale. Il n'est pas l'élu de la nation camerounaise. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'un chef de l'opposition peut, à la latitude de faire des commentaires, mais pas de s'adresser à la nation ou au peuple, comme on est en train de le faire de manière assez pervertie au Cameroun aujourd'hui. Émergence ce matin revient et tout comme la nouvelle expression s'intéresse au discours du président de la République, discours Biya danse donc sur le cadavre du football. Et là, Émergence parle donc de fête de la jeunesse. Le discours de Paul Biya passe mal. Autant de titres que l'on découvre dans la presse ce matin, après notamment le message du chef de l'État, de la poudre aux yeux, le messager qui cite ainsi. Alors tout le monde remarque que les journaux n'ont pu paraître hier pour cause de férié et le discours du chef de l'État a eu lieu plutôt avant-hier. Donc ce matin, la plupart des médias nous offrent leurs observations et leurs appréciations sur le discours du président de la République. Vous avez cité mutation, vous avez cité la nouvelle expression, émergence. Et je vais m'attarder sur le titre plutôt de la nouvelle expression qui pense que Biya danse sur le cadavre du football. C'est un titre très intéressant, mais qui, ma foi, est d'abord extrêmement difficile à commenter parce que on peut le composer en deux phases. D'abord sur le cadavre du football camerounais. Je suis parfaitement d'accord avec nos confrères qui estiment que le football camerounais est mort, vu non seulement le côté organisationnel de ce championnat, mais également le conflit latent qu'il y a entre ces organismes qui sont en charge de gérer le football du Cameroun, mais également sur le plan sportif, parce que après le dernier trophée des Lions Indomptables, on a vu qu'il n'y a plus eu assez de lauriers sur le plan footballistique, quelle que soit la catégorie des équipes. Donc c'est un football qui est quasiment mort. Mais maintenant, la notion de danse se renvoie à quelque chose de festif et de réjouissant. Et dans le discours du président de la République, on n'a pas donné l'impression qu'il avait ce grand sourire sur l'aspect du football camerounais, qu'il a même relevé dans le football en disant qu'il fallait que les instances fêtières de ce football se ressaisissent afin de relancer ce football. Donc ça veut dire qu'il a pris bien évidemment la mesure de la chose que le football du Cameroun est un cadavre et qu'il fallait que ceux qui sont en charge de réorganiser ce football prennent leurs responsabilités. Et vous savez que la FIFA n'aime pas beaucoup quand le politique ou alors le public s'ingère dans les affaires du football parce que ce sont des affaires qui relèvent des associations et la marge de manœuvre du président de la République à ce niveau est extrêmement limitée et il ne peut que donner des instructions afin que les instances fêtières qui sont en charge d'organiser le football prennent enfin leurs responsabilités. Donc je pense que il est tout à fait normal qu'il ait commencé ce discours par la situation du football. Ça intervient au lendemain d'une grande compétition qui a été organisée par le Cameroun et c'est tout à fait normal qu'ils reviennent sur cette situation afin de donner les instructions pour que, au terme de ce CHAN, que les instances de ce pays en charge du football prennent leurs responsabilités pour que Rennes... Alors, est-ce que l'analyse de Georges Sémé en rapport avec le titre de la nouvelle expression ne cadre pas avec celui du quotidien Le Messager, de la poudre aux yeux, après ce discours du chef de l'État? De la poudre aux yeux, c'est la lecture du Messager. C'est tout comme la lecture de mutation qui parle d'un discours raillé. Raillé, ça veut dire que raillerie, c'est un discours moqué.
Vous comprenez? Ça, ce ne sont que des avis de journalistes. Mais la nouvelle expression, elle a publié une externe sur le discours du chef de l'État. Maintenant, elle a fait des commentaires après. Bon, nous, est-ce que nous, sur ce plateau, allons-nous faire la gymnastique de commenter les commentaires des journaux? C'est peut-être ce que nous allons faire. Mais moi, je pense que chacun est libre de lire le discours du chef de l'État tel qu'il le perçoit, selon peut-être sa vision ou son engagement politique. Mais il est une chose, le chef de l'État a dit un certain nombre de choses qu'il fallait que la presse retransmette ou bien ramène à la mémoire des gens, parce que c'est un discours qui a été dit il y a 2 jours. Il y a beaucoup de gens qui attendaient. On attendait beaucoup de ce discours du chef de l'État adressé à la jeunesse. Le chef de l'État s'est adressé à la jeunesse en posant des problèmes bien précis, en évoquant, non seulement en leur demandant d'être optimistes, en leur demandant de tourner le dos aux démons de la division qui sont cultivés par exemple dans les réseaux sociaux ou bien dans certains cercles. Il leur a demandé d'être une jeunesse qui gagne. Il a demandé d'être une jeunesse qui est conquérante. Il a même cité les noms de certains jeunes qui se distinguent à l'étranger, mais il ne pouvait pas tous les citer, parce qu'il y a aussi des jeunes qui ne sont même pas forcément partis à l'étranger pour se chercher, mais qui sont restés ici au Cameroun. Je parlais par exemple de l'exemple de Yemji Jérémy, un jeune qui est resté ici, qui a une licence en droit, mais s'est dit qu'il faut qu'il se batte. Aujourd'hui, il a une petite structure de menuiserie. Il y a quelques jours, c'est des ministres tchadiens qui sont venus du Tchad pour venir acheter ces meubles ici au Cameroun. Vous voyez donc qu'on n'a pas forcément besoin de faire partie d'une diaspora pour venir développer. Donc le président de la République s'est adressé à la jeunesse en des termes bien précis. Alors, il a évoqué également la question des projets, des projets qui concernent les jeunes, qui permettent en tout cas à certains jeunes de pouvoir se lancer dans les entreprises et autres. Mais on a bien vu que ce sont des projets qui sont morts depuis, et qui, par la force des choses, n'existent pratiquement pas. C'est à ce niveau justement qu'il existe des questionnements. Le président de la République avait ces projets. Il les a énoncés même depuis l'année dernière ou depuis 2 ans. Ces projets sont censés être sur le chantier. Est-il de mauvaise foi en évoquant ces projets, ou alors a-t-il été induit par des hommes à qui il a donné la responsabilité d'implémenter ces projets? C'est la question. Parce que moi, je pense que la plus grande interrogation, l'une des questions les plus pertinentes qu'il fallait que les journaux posent, c'est justement que sont devenus ces projets et qu'en est-il exactement de ces projets. On voit qu'il a une ambition pour cette jeunesse. Il demande à la jeunesse de se préparer pour il appelait ça quoi? Une transition transgénérationnelle. Ça veut dire que votre génération est en train d'arriver là où nous allons vous laisser les choses. Mais seulement, moi je pense que ce n'est pas en faisant du populisme. Alors, c'est quelle génération avec des jeunes qui sont pratiquement, qui naissent et qui vieillissent avant l'âge, carrément? Alors, dans son discours, il a bien précisé que à chaque discours, à chaque jeunesse, il y a une génération. Donc, je pense qu'il s'adresse à la génération de la jeunesse actuelle. J'allais dire un mot d'abord sur les choix éditoriaux des confrères. Je pense qu'on ne peut imposer à un journal sa stratégie ou alors son penchant éditorial. Nos confrères ont choisi de voir plutôt le verre qui est à moitié vide après le discours du chef. Vous parlez de mutation? Mutation, par exemple, et nos confrères de, je crois, Messager. Je pense que on peut voir le verre à moitié vide, mais il faut de la soutenabilité dans les arguments. Il faut qu'on soutienne ce verre à moitié vide avec des arguments. Et je crois que ce qui intéresse aujourd'hui la jeunesse tout entière, c'est d'abord la question de l'emploi et de la formation professionnelle. Est-ce que dans le discours du président de la République, ce discours a-t-il laissé transparaître une impulsion ou alors un bilan en termes d'emploi ou alors une projection en termes d'emploi en faveur de la jeunesse? C'est là où on devait s'interroger. Il a parlé des projets qui sont en cours et où la jeunesse a été impliquée. Pour la petite histoire, j'étais il y a quelques semaines dans le département de la Sanaga. J'ai eu le PIACI et autres, c'est des vieux projets quand même. Ça fait plusieurs années que ces projets existent, mais qui n'ont certainement pas joué leur rôle véritable. Ce ne sont pas des projets morts, ce sont des projets qui sont bien évidemment actifs, mais seulement il manque une démarche de communication de la part de ceux qui sont en charge de gérer ces projets. On vous dira que les projets sont logés au ministère, mais ceux à qui reviennent ces projets n'ont pas toujours la bonne information afin de venir adhérer à ces projets. J'ai effectué il y a quelques semaines un voyage du côté de la Sanaga Maritime à Missole 2, où j'ai rencontré un groupe de jeunes qui se sont constitués en coopérative et ils ont bénéficié d'un financement du ministère de l'élevage des industries animales à hauteur de 112 millions de francs CFA pour l'élevage des poulets pondeuses. Ce sont des jeunes tout à fait formés
pour l'élevage et qui ont bénéficié de ce financement. Donc, il est bien possible à d'autres jeunes de prendre cette voie-là. Mais seulement, il faut que ceux qui sont en charge de la gestion de ces projets mettent l'information disponible à l'endroit des bénéficiaires. Et je pense que à ce niveau, l'État a beaucoup de choses à faire. Je prendrai un autre aspect sur la question de la formation professionnelle. On voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne sont pas formés. Ils veulent bien travailler, mais ils n'ont pas la qualification requise. Et lorsqu'ils n'ont pas la qualification requise, ils préfèrent peut-être aller faire du commerce. Et même à ce niveau, on fait du commerce dans l'informel. Je crois que lors du discours du président de la République du 31 décembre 2020, il parlait bien évidemment de formaliser le secteur informel. Donc, il y a des opportunités, même si il faut quand même reconnaître que tout n'est pas parfait. Aucun pays dans le monde n'a le plein emploi en dehors des États-Unis qui ont atteint un certain période de plein emploi. Et je pense qu'il y a des opportunités à saisir et il appartient à nous, les jeunes, de saisir ces opportunités, mais également à l'État de mettre tous les moyens. D'abord la sensibilisation, mais également les moyens nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder à ces différents projets. Alors, si je comprends, il y a un problème de communication qui se pose. Il y a d'abord un problème de communication. Pas assez sur les opportunités. Effectivement, et vous avez vu que dans le cadre de la célébration de cette journée de la jeunesse, il y a eu au moins une dizaine de ministres qui sont allés au Musée national afin de communiquer ce qu'ils ont comme projet en faveur de la jeunesse aux jeunes. Et je crois que si cet exercice était fait régulièrement, on ne serait pas arrivé à ce que... S'ils vont tous au musée national, ceux qui sont à Garoua, Maroua et autres font comment? On devrait décentraliser la sensibilisation. Il faut d'abord qu'il y ait une sensibilisation là au sens humain, également qu'elle soit décentralisée, afin que ceux qui se plaignent de n'avoir pas les projets, ceux qui se plaignent d'être laissés pour compte dans les emplois ou alors les financements de l'État à leur endroit est la bonne information. Et je crois que c'est à ce niveau que ça bloque effectivement. Mais il y a également que lorsque vous avez été sensibilisé et que vous adhérez à un projet, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Il y a des petites magouilles qui font qu'on n'arrive pas toujours, malgré que votre projet soit bancable, on n'arrive pas toujours à avoir les moyens à notre... Donc il y a aussi un problème de gouvernance qui se pose à côté de celui de la sensibilisation. Ok. Oui, Camille, oui, nous sortons justement oui, nous sortons, mais je voulais dire que le président de la République, dans son discours, aurait pu aussi bien, lui, en s'adressant aux jeunes et en leur déroulant un discours d'optimisme et un discours d'espoir, et surtout un discours de galvanisation, il aurait aussi pu dire que pendant que vous êtes là, vous les jeunes, vous voyez que c'est d'autres jeunes comme vous qui sont en train de tuer les jeunes. Il aurait pu parler de ces Ambabouis qui tuent les jeunes et qui sont des jeunes, ce ne sont pas des vieux. Mais par contre, il a tout simplement fait comprendre à la jeunesse que vous avez d'autres défis, vous avez devant vous l'avenir qui est devant vous. Et le Cameroun compte sur vous, le Cameroun est ouvert pour tous ceux qui veulent faire quelque chose. Et de deux. Moi, je pense aussi il y a des jeunes qui vous suivent, Camille. Mais parce que je le disais encore, il y a des jeunes qui partent de la jeunesse, de l'enfance à la vieillesse sans avoir... Mais écoutez, dans aucun pays au monde, que José l'a dit, ce n'est un paradis terrestre dans aucun pays au monde. Mais ce que je voulais dire aussi, il faut le comprendre aussi, c'est que les difficultés qu'a le Cameroun tous les jours, avec 4 crises, sécurité à l'intérieur du pays qui demande beaucoup d'argent, qui demande énormément d'argent. Il faut voir que cet État reste toujours debout, malgré cela. Il faut voir que cet État abrite des réfugiés. Regardez par exemple le camp de Minawao, où il y a plus de 50 000 réfugiés nigérians que le Cameroun gère. Le camp du côté de l'Est que le Cameroun gère. Le Cameroun n'attend pas que les ONG onusiennes viennent nourrir les gens comme elles sont prêtes à le faire dans tous les autres pays et le font dans tous les autres pays. C'est le Cameroun qui gère tout ce monde-là dans son propre pays, plus ses propres réfugiés internes et externes. Moi, je pense que cette jeunesse, le discours du chef de l'État n'était pas un discours de pleurnicherie, mais plutôt un discours d'espoir. Et moi, je dis que c'est pas facile, il leur a dit c'est pas facile. Vraiment, sachez qu'il y a des choses qui sont faites pour vous, mais seulement comptez aussi sur vous-même. Et si vous avez réussi, si vous avez réussi à sortir, revenez au pays, le pays a besoin de vous. Moi, je ne vois pas en quoi ce discours est un discours réducteur, un discours qu'il faut railler. Non, moi, je ne pense pas. Alors, donc, ce sont quelques titres que vous aurez à découvrir ce matin. Vous faites un tour en kiosque, la nouvelle expression qui parle de Paul Biya qui danse sur le cadavre du football. Émergence parle du discours de Paul Biya qui passe mal. Et également, le messager fait savoir que c'est de la poudre aux yeux. Imitation parle notamment du discours rayé. Lire ce matin. Alors, autre chose à lire dans la presse, il y a le quotidien Le Jour qui parle des universités d'État, enquête sur le recrutement spécial des docteurs.
Alors, c'est un véritable serpent de mer, nous le savons. Il y a un conflit entre l'État à travers ses démembrements et ceux qui sont en charge même de veiller aux intérêts de la profession. Donc je pense que le dossier en réalité est en cours d'instruction et que toutes les différentes parties qui sont en charge de l'organisation de ce concours actuellement sont en concertation selon les dernières informations qui nous ont été rapportées. Alors, c'est un sujet que vous aurez à lire dans le journal ce matin. On voit bien qu'il y a notamment la publication des résultats qui est toujours attendue au moment où quelques règles changent. Tout à fait. Les règles du jeu, comme qui dirait au niveau du football. Alors, il y a la contrefaçon des vins qui inondent bien entendu le marché. Donc, une perquisition a failli, ou tout au moins a permis à ce que l'on découvre également que le Cameroun, ou encore quelques villes camerounaises, fabriquent des vins de mauvaise qualité. Pas quelques villes, quelques bandes, parce que c'est une véritable petite industrie que la gendarmerie vient de découvrir du côté de Yaoundé, où on a trouvé une quantité extraordinaire de bouteilles vides et de matériel destiné justement à mettre en bouteille des vins, des champagnes, des whisky et toutes sortes de spiritueux. Et qui, le plus régulier du monde, s'est injecté dans les marchés. Ce phénomène existait depuis très longtemps, mais à un niveau artisanal, où il y avait des petits malins qui prenaient de l'éthanol, qui prenaient un colorant et qui prenaient un petit épaississant, ils mettaient ça dans des bouteilles de whisky divers, et ils allaient les donner aux tenanciers, aux vendeurs, même pas aux tenanciers, aux vendeurs, les caissiers des boîtes de nuit, en lui disant encore, écoute, moi, tu me donnes 5 000 francs là, tu peux vendre ça à 25 000 francs comme tu as l'habitude de le faire. Ça passait. Mais on a constaté, et les médecins le disent tous les jours, il y a énormément de cas d'insuffisance rénale et même d'insuffisance hépatique qui sont causés justement par cette consommation d'éthanol et de matières chimiques qui sont utilisées par les contrefacteurs de ces méthodes-là. À Yaoundé, on vient de mettre la main et tout le public a été sidéré de voir jusqu'à quel niveau des individus peuvent... ça donne une activité aussi maléfique que de fabriquer des produits frelatés et de les mettre à la portée de tout le monde. La gendarmerie a frappé un grand coup, mais pendant qu'elle le faisait à Yaoundé, les éléments du colonel Dikede aussi, de la légion de gendarmerie de Douala, venaient aussi de mettre la main sur un petit gang aussi de fabricants de produits frelatés. Donc ça veut dire que dans ce pays, pendant que certains se battent pour essayer de vivre décemment, d'autres trouvent le moyen d'empoisonner les populations et d'user de toutes sortes de raccourcis pour se faire de l'argent par tous les moyens. Alors, Georges Sémé, dans chaque ville on trouve quand même un groupuscule de personnes qui s'exercent dans cette activité qui n'est pas catholique, comme disons. Bien sûr, la petite brasserie de Yaoundé n'est que l'arbre qui cache la forêt. Avant ça, il y a eu plusieurs des interventions de nos forces de l'ordre qui ont découvert de véritables distilleries artisanales où on fabrique du vin rouge, de la bière et même des vins et spiritueux. Il y a un problème de santé publique qui est ici très très inquiétant parce que ces marchandises qui sont fabriquées à l'emporte-pièce sont mis sur le marché, ils sont confondus aux vins et spiritueux qui respectent la norme. Donc c'est un phénomène extrêmement inquiétant pour l'aspect santé publique, mais c'est un tueur de notre économie également parce que à côté de ces vins qui ont une apparence des vins tout à fait de qualité ou alors des vins normaux, il y a des vrais vins qui ont subi tout le circuit administratif et des taxes pour se retrouver sur les étals. Malheureusement, ils se sont fait concurrence par des vins qui sortent du quartier. Donc, je crois que c'est un coup de chapeau à tirer à nos forces de l'ordre qui ont mis la main sur ces personnes qui devront désormais répondre de leurs actes. Et qui doivent même être sévèrement réprimées. Évidemment. Sévèrement réprimées. La contrefaçon ne concerne pas seulement les vins spiritueux, ça concerne d'autres biens qui sont mis à la portée des consommateurs qui, malheureusement, sont les boucs émissaires de ce type de trafic. Et nous avons également un autre aspect de la contrefaçon qui vient de l'extérieur, notamment du Nigeria. Je ne vais pas parler de la Chine parce que c'est assez lointain, mais le Nigeria voisin inonde le marché camerounais de produits divers de contrefaçon. Et voilà, les douanes camerounaises et nos forces de l'ordre parfois saisissent quelques objets de ces contrefaçons, mais la majorité de ces objets se retrouvent quand même sur le territoire camerounais en train d'être vendus. Et on a vu avec l'incident de Sancho où il y avait une cargaison de carburant frélaté qui venait
bien évidemment, du Nigeria et qui a causé les dégâts que nous connaissons. Donc, il faut une conjonction de coordination d'action entre les forces de l'ordre, mais également des populations qui devraient, comme c'est le cas à Yaoundé, qui devraient dénoncer ce type d'actes lorsque nous sommes en face de ce type de faits. Alors, autre sujet également que vous aurez à lire dans la presse ce matin, Repère parle de l'Assemblée nationale qui a convoqué la session ordinaire de mars. C'est une question, mais le journal nous apprend ce matin que Kavaye Yegé Djibril ne se reconnaît pas dans ce communiqué. Mais écoutez, c'est un dysfonctionnement administratif comme on en a vu certains, mais je crois que pour amener toute la vérité sur la situation, il faut bien évidemment que celui qui se dit incompétent d'avoir signé cet acte refasse un autre communiqué en disant qu'il n'est ni de près ni de loin lié à cette convocation. C'est extrêmement grave parce que ça concerne quand même la Chambre basse de notre Parlement qui devrait légiférer en cette session. Donc, s'il ne se reconnaît pas dans cette signature, il devrait tout simplement, parallélisme des formes oblige, effectuer un contre-communiqué disant que, bien évidemment, il ne se reconnaît pas dans cette signature. Mais Georges Sémin, est-ce que ce communiqué a été diffusé par voie officielle? C'est dans les réseaux sociaux qu'on l'a découvert. Et là, on découvre effectivement l'effet pervers de ces réseaux sociaux où tout et n'importe quoi peut être balancé et mis à la portée de tout le monde et induire toute la moitié du pays en erreur. Et c'est pour cela qu'il faut toujours faire le tri, faire preuve de beaucoup de froideur en lisant, en prenant connaissance des informations qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. Alors, la nouvelle expression parle de contre l'excision, le Cameroun à la traîne. On parle pratiquement de 185 000 femmes qui sont davantage victimes de l'excision dans certaines régions du Cameroun. Ça reste encore un phénomène. Moi, je ne sais pas, vous savez, les chiffres, on en fait ce qu'on veut. Je ne sais pas si on les a toutes comptées, on les a comptées les unes après les autres. Mais vous savez que l'excision est un phénomène qui n'est pas très camerounais, ou que l'on retrouve uniquement dans certaines zones septentrionales du pays qui sont proches, justement, qui sont encore sous la férule de certaines traditions qui sont déjà dépassées depuis très longtemps et que les jeunes sont en train de combattre avec beaucoup de véhémence. Bon, l'excision, c'est un phénomène que l'on retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, hein. Mais au Cameroun, oui, c'est vrai, ce phénomène existe bien, mais on sait très bien que rien que le fait, même dans les cellules familiales, il est difficile de trouver des gens qui peuvent encore donner leur onction pour cette pratique, et même à l'école, au niveau de l'école. Et puis bon, avec maintenant les jeunes qui vont de plus en plus à l'école, il est difficile de voir qu'une fille qui a été jusque dans le secondaire puisse mettre au monde une fille et accepter qu'on l'excise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un combat qu'il faudra toujours mener, contre lequel il ne faudra jamais s'arrêter de se battre, mais 185 000, bon, c'est un chiffre. Alors, il y a quelques jours, à la faveur d'un séminaire qui avait effectivement trait à ce phénomène d'excision, j'ai posé une question simple à la déléguée régionale du MINPROF, la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, celle de savoir si l'excision existait encore au Cameroun au XXIe siècle, en 2021. Elle m'a dit effectivement que ça existait toujours. Elle ne m'a pas donné un chiffre, mais je crois que le chiffre qui a été évoqué aujourd'hui par nos confrères de la Nouvelle Expression est un chiffre qui est vraisemblable. Ce phénomène existe et il n'a pas seulement cours dans les régions septentrionales comme on veut le faire penser. Il existe également ailleurs, dans la région du centre également. Donc, je crois qu'il faut le combattre parce que comme les vins, les spiritueux relatés, lui aussi, ce phénomène, il a des conséquences sanitaires sur la jeune fille qui parfois se retrouve avec un organe sexuel complètement béant du fait de cette excision, ou alors elle a des complications lorsqu'il faut, par exemple, effectuer un accouchement. Et c'est un phénomène qui a des ramifications culturelles parce que pour expliquer le phénomène, ceux qui le défendent disent que dans notre culture, ça se passe comme ça, etc., etc. Donc ça ne repose sur aucune justification scientifique. Donc il faut le combattre et surtout sensibiliser et faire comprendre à ces gens qui tiennent encore les bistouris pour sectionner les organes féminins des filles que c'est un acte malsain qui a des conséquences sanitaires à la longue sur les et même immédiat, jeunes filles. Les filles peuvent mourir d'infection. Les jeunes filles meurent souvent d'infection. Alors, le journal L'Air du Sahel parle du Chan, le bilan sécuritaire satisfaisant. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. L'article est contenu en page 3. Oui, le bilan sécuritaire est satisfaisant parce que non seulement dans les régions où il n'y a pas de crise sécuritaire comme celle du littoral ou alors celle du centre, c'était plus basé sur
l'inquiétude était plus basée dans la région du sud-ouest, où on avait des inquiétudes sur la réaction de ceux qui se font appeler les ambazoniens. Heureusement que tout s'est bien passé. Il y a une poule qui avait siégé au stade de Limbé qui est retournée sans grand dommage. Et il y avait également un dispositif policier qui a été mis sur pied contre les petits larcins, les petits malins qui commettent quelques larcins sur des personnes. Le dispositif qui avait été mis à Yaoundé, à Douala comme à Limbé était extrêmement dissuasif, ce qui fait qu'on n'a pas enregistré beaucoup de cas d'agression, etc. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut dire que le CHAN a été une satisfaction, comme sur le plan organisationnel. Mais maintenant, sur le plan sportif, chacun peut se faire sa petite idée de ce qu'il en était. Sur le plan sécuritaire, moi je pense que le Cameroun a réussi un exploit. Il y avait beaucoup de Cassandres qui s'attendaient à ce qu'on entende exploser des bombes du côté de Limbé, du côté de Bouyouka, du côté de Bria, ou même du côté de Douala. Il y a beaucoup qui attendaient cela. Il y en a même qui l'espéraient. Mais il faut dire que les responsables des forces de sécurité sont mouillés le maillot. Ni le général de Tungé, qui est le commandant de la deuxième région de gendarmerie, c'est-à-dire que la gendarmerie, les régions du littoral et du sud-ouest, ni le général Eba Eba, commandant de la deuxième région militaire et du littoral et du sud-ouest, ni le général Ekongwese, commandant de la troisième région de gendarmerie, ni le général Nka Valère, ni le général Sadi dans l'extrême nord et le général Esso. Ce sont des hommes qui n'ont pas eu de vie pendant un mois. Et moi, je pense que c'est certainement ça qui a fait que le ministre Bétier... Alors, est-ce qu'il faut relâcher ou il faut rester dans cette logique? Non, mais il continue, puisque déjà, ils sont déjà dans une dynamique. C'est certainement pour ça que le ministre Bétier à ce moment les a convoqués, je crois, le 9 ou le 10 à Yaoundé pour un grand conclave. Et d'ailleurs, auquel il a associé le secrétaire d'État à la Défense et le délégué général à la Sécurité nationale, non seulement pour marquer la satisfaction, mais pour leur dire de certainement continuer à tenir le bon bout. Parce qu'il faut le dire, il faut s'en féliciter. Il faut féliciter ces responsables. Vraiment, le pays a été tenu pendant un mois, alors que tout le monde, il y avait beaucoup de gens qui avaient des vices de prévention, à commencer même par les chancelleries étrangères. Donc moi, je pense que donc on souhaiterait que ce soit durant toute une année et pas simplement un mois. C'est même la preuve que le pays est en train d'aller vers une normalisation qui est de plus en plus effective. Okay, au-delà de l'événement sportif, je crois que la sécurité a toujours été maintenue, même si de temps en temps, que ce soit dans les régions en paix ou les régions en conflit, il y a des déflagrations que l'on connaît de temps en temps. Mais pour revenir sur le cas de l'aspect sécuritaire du CHAN, à Limbé, nous avons fait des recoupements, j'ai fait des recoupements auprès des forces de l'ordre. On nous a dit que sur le périmètre du stade de Nguémé, à Limbé, Nguémé c'est la petite localité où il y a le stade de Limbé, on a installé une trentaine de caméras pour circonscrire de façon complète tout le périmètre qui entoure le stade. Mais également, il y avait une sorte de laboratoire où il y avait les multicorps des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, etc., qui étaient chargés tous dans cette pièce de coordonner le moindre mouvement. Du matin au soir. Ouais, le moindre mouvement de ceux qui s'approchaient du stade. Donc je crois qu'il y avait un fort déploiement sécuritaire, mais également, on nous a parlé des drones, on nous a parlé des forces de l'ordre invisibles qui se fondaient dans la nature pour permettre de protéger. Dans le public. Tout cela a concouru à ce qu'il y ait un CHAN qui se déroule dans la région du sud-ouest de façon sereine. Merci à vous et merci également à nos chers téléspectateurs qui vont lire la presse ce matin après avoir fait un tour en kiosque. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès avec l'opération Vendredi Soir. Vendredi Soir, non, mais Vendredi Soir, on peut la faire à l'occasion de votre déménagement, le président. Surtout qu'il y a la Saint-Valentin dimanche aussi. D'accord. Allez, et bonne fête des amoureux. Merci. Bien entendu. Allez, à lundi, 9h20.